certaines questions, en particulier sur le risque psycho-émotionnel. Et donc, quand on a commencé à creuser la question, on a contacté les collègues de Pays de Loire, ARS et CEPIAS, qui avaient, eux, depuis déjà quelques années, mis en place, voilà, une gestion de ces déchets avec des outils, des repères qui avaient été produits. Donc, vous avez là en photo le guide qu'ils avaient produit en 2017. Ils sont venus nous présenter tout ça à la fin 2018 et donc on a décidé, avec le CEPIAS, de lancer un groupe de travail régional pour décliner en Occitanie cette démarche et ensuite en faire, la promotion. Je suis désolée, c'est un peu lent pour passer les diapos, j'espère que ça va mieux fonctionner. À partir donc de décembre 2018, on a rédigé pour la région notre fiche projet. La première réunion, du groupe de travail régional qu'on a appelé, gestion du risque infectieux lié au DAST, s'est tenue en février 2019. L'idée pour nous, c'était à la fois de reprendre la démarche et de re-questionner la démarche qui avait été menée en Pays de Loire, toujours au regard de la réglementation nationale puisque, vraiment je vais le rappeler tout au long de ma présentation, l'idée du guide Occitanie, c'était bien sûr pas de produire une réglementation locale, ce qui est bien sûr impossible et pas souhaitable, c'était de re-questionner et d'expliciter mieux la réglementation nationale, au regard de la maîtrise du risque infectieux et de l'évaluation des risques. On a adapté les outils qui avaient déjà été développés en Pays de Loire pour, autant que possible, les simplifier et les proposer aux établissements donc de la région Occitanie. Et puis l'idée aussi, puisque le guide national datait de 2009, c'était d'essayer de commencer à faire bouger un petit peu les lignes, contribuer au plan national à faire évoluer les pratiques de tri. Donc pour, la rédaction et la relecture de ce guide Occitanie, on a fait appel à un groupe assez large, avec à la fois des professionnels de santé, hygiénistes d'Occitanie, mais également des personnels plus techniques, ingénieurs, responsables logistiques, déchets des établissements, de santé et médico-sociaux, avec à la fois des établissements publics et privés qui étaient représentés. On a bien sûr associé des acteurs de la filière déchets, donc la directrice de notre observatoire régional des déchets d'Occitanie, Laure Déco, qui a participé à ces différents groupes de travail, et également la présidente de la CNCDS, donc, qui est un syndicat, une confédération nationale des collecteurs des déchets spéciaux. Elle a été invitée à participer à ces travaux et on lui a envoyé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière version validée, toutes les versions de ce guide. Au niveau de la relecture, on a également associé des collègues hygiénistes, ingénieurs de la région PACA. Et pendant cette phase d'écriture, les membres du groupe de travail, donc à l'époque, c'était Sophie Van de Steen, que vous connaissez peut-être au niveau du CEPIAS, qui a mené cette action. Sophie Van de Steen et des collègues ont rencontré des représentants à la fois du groupe Proserve et de Veolia, voilà, qui sont quand même deux grands intervenants dans le domaine du déchet et du DASRI, pour expliciter la démarche qui était engagée et essayer de répondre aux différentes questions qui pouvaient se poser, en particulier pour les impacts potentiels sur leurs activités et sur leurs agents. Donc, je pense que vous connaissez, quand même dans les grandes lignes le guide Occitanie. Pour autant, bon, je rappelle rapidement ses principes généraux. Dans la première partie du guide, l'idée est de rappeler que bien sûr, il ne faut pas confondre danger et risque au niveau d'un déchet. Vous avez notre petit crocodile là qui est, lorsqu'il est fermé dans sa cage, bah, va pas présenter de risque pour les personnes qui sont autour. Se réinterroger sur le risque psycho-émotionnel, qui n'est pas réglementaire, qui n'est pas dans le code de la santé publique, mais qui était une notion, qui était apparue avec le guide national de 2009 et qui, donc doit rester hors champ de l'évaluation du risque infectieux. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on doit balayer ce problème, cette question-là, aussi facilement. On peut le prendre en compte dans la démarche, mais pas au niveau de l'évaluation du risque et de la classification, en fait, du déchet. Le principe général, c'était aussi que, la souillure par un liquide biologique ou par du sang ne permettait pas à elle seule de caractériser le risque lié aux déchets et que la définition du DASRI ne devait pas dépendre du mode d'élimination final, des déchets non dangereux, selon que les déchets non dangereux partent dans une filière, incinération ou stockage.
Le principe général aussi, que vous devez bien connaître, c'est que le risque infectieux existe si 2 conditions sont réunies, à la fois la présence, dans le déchet du micro-organisme potentiellement pathogène et l'existence d'une voie de pénétration chez l'homme, sous diverses formes, aériennes, digestives, percutanées et cetera. Et donc ça, c'est un point vraiment important pour différencier le danger qui peut être intrinsèque aux déchets et le risque. Dans notre guide, on avait à la demande, là aussi des professionnels, donné une liste, mais qui reste non exhaustive, des déchets qui ne sont pas des dasseries, en l'absence de voies de pénétration chez l'homme, même s'il y a des micro-organismes donc portés sur le déchet, avec donc la liste qui est présentée là. Et on rappelle donc que la seule présence de sang ou liquide biologique n'est pas un critère de classement en dasserie. Bien sûr, sauf si, sur ces déchets, du coup, on a les critères 3 et 4 qui sont juste en dessous, si la diapo veut bien passer, voilà. Les critères 3 et 4, ce sont les DAS qui vont présenter un risque infectieux exceptionnel. Donc là, après pas mal de débats finalement dans le groupe, les hygiénistes sont mis d'accord sur le fait que c'était des agents pathogènes du groupe 4. Et puis, bien sûr, lorsqu'il y a un contexte particulier, comme ça a été le cas finalement pendant la crise Covid, les DAS produits, hem, donc lors de soins sur des patients avec des pathologies infectieuses spécifiques, avec des instructions particulières des autorités sanitaires, là, doivent partir en DASserie. Et ce qui est évident, c'est que tout ce qui est explicitement défini par la réglementation, donc les piquants coupants tranchants, les produits sanguins complètement utilisés ou périmés, les déchets anatomiques humains, et cetera, partent dans la filière dasserie, ainsi que tout ce qui est contenant de produits biologiques qui peuvent blesser, donc avec les tubes en verre. Donc voilà, cette liste était là vraiment pour aider, pour donner des premières bases aux établissements qui souhaitaient se lancer, dans la démarche. On a également mis dans ce guide un logigramme qui rappelle finalement, de façon synthétique ces différentes notions, avec donc la filière dasserie qui doit du coup, récolter, tout ce qu'on vient de voir là, les piquants coupants tranchants, tout ce qui est produits qui peuvent, blesser, les DAS avec risque infectieux, exceptionnel, les produits sanguins, à usage thérapeutique et puis, tout ce qui fait, voilà, l'objet d'instructions particulières des autorités sanitaires dans un contexte épidémique, comme ça a pu être le cas donc pour le Covid. Et dans la filière donc à gauche, des DAS non dangereux qui peuvent rejoindre la filière, alors souvent on dit la filière des déchets, ménagers et assimilés. En réalité, dans un établissement de santé, on ne produit pas de déchets ménagers, mais on va produire des déchets d'activité. Donc c'est plutôt la filière déchets d'activité, si on veut employer les bons termes d'un point de vue, je pense plus environnemental. Alors dans ces déchets d'activité de soins non dangereux, on va retrouver, toute cette liste de dispositifs médicaux, voilà, de compresses, de pansements et cetera, qui ne vont pas poser de problème, de risque sanitaire. Au niveau des résidus médicamenteux, hormis les cytotoxiques, pour lesquels l'incinération donc est obligatoire. Alors ils peuvent rejoindre cette filière, des déchets non dangereux s'il y a une incinération, puisque là, il faut avoir une haute température pour que les résidus médicamenteux, soient bien éliminés. Sinon, effectivement, ça part aux dasseries et on voulait vraiment éviter aussi tout risque d'éclatement, de coulure, de poches de liquide biologique qui ne seraient pas vidés. Donc, là, ces poches de liquide biologique non vidées, elles, même en l'absence de risque infectieux, pour éviter ces risques de coulure, elles partent dans la filière dasserie. Dans le guide, on donnait des outils pour aider les établissements à faire l'évaluation de leur processus, déchets. C'est vraiment une démarche individuelle qui doit être menée au sein de l'établissement, avec nécessité vraiment, j'insiste sur ce point, de constituer un groupe de travail pluridisciplinaire interne, à la fois donc avec les équipes, d'hygiène, de soins, logistiques de l'établissement, mais en incluant aussi les prestataires déchets et les intervenants extérieurs sur la filière. Et en passant en revue, toutes les étapes, de cette filière déchets qui va des achats de contenants et de matériel jusqu'à la collecte, au transport, et au traitement. En prenant en compte bien sûr à la fois le matériel,
les locaux, la traçabilité, mais aussi la formation des agents, à la fois au sein de l'établissement et puis on l'espère au niveau des prestataires, collecteurs et éliminateurs de déchets. Dans notre guide, on donnait un petit outil, un petit tableur Excel donc pour aider à cette checklist en fait du processus déchets, sur la base de ce qui avait été fait en Pays de Loire. Et puis à la fin du guide, on abordait, mais assez rapidement, donc j'espère que le guide national pourra aller plus loin et c'est l'objectif, hein, aussi sur ces sujets-là. On abordait les déchets particuliers qui, eux, ne sont pas du dasserie, mais vont nécessiter d'être éliminés en filière dasserie, même en l'absence de risque infectieux. Bah, il s'agit des dispositifs de drainage d'aspiration qui ne peuvent pas être vidangés. Là, le compactage n'est pas possible et interdit, donc ça doit basculer en filière dasserie. Tout ce qui est donc médicaments non entièrement administrés, les résidus médicamenteux, là, il faut l'incinération obligatoire. Et puis, un sujet spécifique avec le verre pharmaceutique. En réalité, techniquement, il est possible de recycler une grande partie des flaconnages, de par la qualité de leur verre. Mais en pratique, sur le terrain, nous en région Occitanie, on avait une filière verre qui s'était mise en place il y a quelques années, qui n'a pas perduré pour des problèmes, voilà, techniques, environnementaux, sur ce recyclage. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu en défaut, je pense, chez nous et aussi dans une partie des régions. Alors la bonne nouvelle, c'est que, la direction générale de la santé m'a réinterrogée il y a quelques mois sur ce sujet. Ils vont essayer de lancer une réflexion et une action dans ce sens pour essayer de redynamiser, ces filières. Donc on peut espérer que dans les prochaines années et sous l'impulsion aussi des lois au niveau environnemental, ces filières se remettent en place de façon plus élargie et sur l'ensemble du territoire. Alors bien sûr, quand on fait un travail comme ça, qui est quand même un travail de fond, on rencontre quelques difficultés. Au moment de la rédaction et de la diffusion de ce guide, donc en 2021, on a malheureusement eu un certain désengagement des représentants des collecteurs de dasserie, puisque comme je vous le disais, leurs représentants avaient été invités à participer au groupe de travail. Ils ont participé au démarrage et puis ensuite, ils sont restés très discrets, jusqu'à la fin et in fine, indiquant qu'ils n'avaient pas été associés. Bon, c'était quand même pas très exact. On a organisé avec le CEPIAS plusieurs webinaires de présentation du guide, donc à la fois bien sûr au niveau des établissements de santé médico-sociaux, mais on a aussi fait des webinaires dédiés aux entreprises de collecte et de traitement de dasserie et ces webinaires ont été boycottés par certaines entreprises de collecte, heu, voilà, en indiquant qu'ils n'avaient pas été suffisamment associés à la démarche, hein, ce qui était pas exact et en indiquant que, on déclassait, du déchet de dasserie en déchets, plus ordinaires. Donc c'était dommage parce que justement les webinaires, c'était l'occasion de partager et de faire diffuser les bonnes informations. Au mois de mai 2021, donc la FNAD, qui est la fédération des grands acteurs, des grandes entreprises de traitement du déchet, a écrit au ministère de la Santé, du Travail, de l'Environnement en demandant le retrait du guide Occitanie. En indiquant pour motif donc ce fameux, déclassement, de dasserie en DAS, en déchets non dangereux, en indiquant qu'on pouvait mettre en danger en fait, leurs agents sur la filière de tri. Bon, les arguments, alors ce qui était quand même dommage, c'est que la FNAD n'avait jamais pris contact avec nous en local, hein, avant d'écrire ce courrier aux trois ministères. On n'avait jamais eu de contact tout au long du coup de la rédaction du guide et au moment de sa publication. En septembre suivant, la direction générale de la santé, a répondu en indiquant que ce guide, bah, il faisait quand même écho, on y reviendra, hein, à un pilier du Ségur de la santé qui avait eu lieu, que c'était une réponse, hein, claire aux demandes de professionnels de santé du terrain. C'est vrai que c'est pas quelque chose, des travaux qu'on a lancés avec le CEPIAS, parce que voilà, c'est sorti de notre chapeau. C'était vraiment une réponse à des attentes de terrain fortes. Et donc le ministère a annoncé, lancer des travaux de révision du guide national de 2009 en associant du coup toutes les parties, intéressées et concernées. Alors des difficultés rencontrées là, plus directement sur le terrain, elles étaient liées à la mise en application soit partielle, soit inexacte des recommandations du guide Occitanie. Alors c'est vrai que ce guide, heu, il était déjà, rédigé pour les établissements de santé et médico-sociaux. On avait dans l'idée avec le CEPIAS dans un second temps de produire une 2e version du guide
pour les déchets produits en ville, donc pour les libéraux. Mais on n'est pas passé à cette étape-là puisque le groupe national a pris le relais pour un travail du coup, au niveau du ministère et c'est très bien. Mais ce guide effectivement était à cette destination-là et donc on a eu parfois, voilà, une utilisation du guide par des professionnels hors établissement, ce qui pouvait poser certaines questions, certains problèmes, donc on a recadré à chaque fois. On a eu aussi des établissements qui se sont lancés un peu vite dans cette stratégie de tri sans mettre en place le groupe de travail qui est vraiment indispensable, voilà, j'insiste là-dessus, en associant tous les professionnels concernés dans la filière, de production des déchets jusqu'à l'élimination et puis parfois des personnes qui se sont lancées sans réellement faire l'analyse de risque qui est un préalable, là aussi, indispensable. Hem, Depuis, du coup, depuis la parution du guide, on a eu aussi et donc, bah, voilà, c'est aussi pour ça que j'interviens auprès de vous aujourd'hui, des sollicitations très nombreuses de professionnels, en établissement ou libéraux hors Occitanie, puisque, bah, effectivement, hein, il n'y a pas que l'Occitanie qui se posait des questions sur ces filières de tri, de déchets, qui voulaient s'engager dans cette démarche, mais qui ne savaient pas trop, comment se positionner en l'absence de stratégie nationale actualisée. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'était, ce qui a été mis en lumière, en fait, par la crise Covid, qui est intervenue en cours de rédaction du guide. Les travaux, comme vous l'avez vu, avaient été engagés déjà depuis la fin 2018. Cette crise sanitaire, en tout cas pour notre région, mais je pense que ça a été le cas dans d'autres régions de France, elle a bien mis en évidence les limites de notre filière de traitement des dasseries. Heu, En réalité, je ne sais pas si c'était le cas dans d'autres régions, mais je pense que oui. On avait un plan régional, déchets, et avec les collègues de l'Adréal, pour l'élaboration de ce plan, on s'était basé, ce qui est normal, sur les capacités autorisées, en fait, des incinérateurs et des installations de traitement de la région, pour les capacités, à indiquer sur le plan au regard des productions annuelles et en réalité, les capacités autorisées au niveau des incinérateurs sont très, très largement supérieures, aux capacités réelles techniques des installations. On s'est rendu compte pour Occitanie qu'on avait un ratio pour certaines installations de 1 à 3. Donc on s'est retrouvés, on partait d'un plan où on se disait qu'on avait beaucoup de marge au niveau du DASRI puisqu'on n'avait jamais atteint le plafond, la production était plus faible hors crise sanitaire et on s'est rendu compte avec une augmentation Heu, liées à la crise Covid, qu'on atteignait très, très vite une saturation, des rotations de GRV en particulier, puisque les capacités de traitement régionales réelles, techniques, étaient finalement à peu près au niveau de nos capacités de production hors crise sanitaire. En plus, en cours de route, on a perdu sur la région Occitanie, une des installations de traitement qui a décidé d'arrêter sa chaîne dasserie. Donc aujourd'hui, on est sur une capacité qui est à peu près à l'équivalent de la production régionale, calculée donc il y a 2 ans. J'ai pas les valeurs actualisées. Elle doit avoir un petit peu baissé compte tenu de l'implication des établissements de santé dans un meilleur tri. Et ça ne nous laissait finalement aucune place pour des défaillances techniques ou des hausses de production liées à voilà, une actualité sanitaire spécifique comme la crise Covid. Donc vraiment, cette démarche, elle est engagée pas seulement pour essayer de sensibiliser, au tri des dasseries dans l'établissement, pas seulement pour essayer de faire des économies aux établissements, parce que je suis même pas sûre qu'on arrive, beaucoup là-dessus puisque les prix finalement se réajustent et montent au fur et à mesure que les quantités, produites vont un peu baisser. Mais on doit vraiment participer aussi à une meilleure gestion des flux de déchets et préserver la filière, dasserie régionale de tension majeure. Parce qu'on ne voudrait pas revivre, ni chez nous ni dans d'autres régions, les stockages de déchets au niveau des établissements comme on l'a connu ou des stocks, transitoires avec des reprises de dasserie. C'est très compliqué, ça pose des problèmes, je trouve, majeurs, au niveau sanitaire et donc c'est voilà, on essaie de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Alors aujourd'hui, par rapport à cette démarche d'amélioration du tri, on a plusieurs leviers. À la fois la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance, la stratégie 2022-2025, qui prévoit dans son action 38, une meilleure maîtrise de la production des déchets liquides solides lors des soins et en particulier des dasseries. Donc ce sujet est abordé. On a aussi au niveau de la HAS et de la certification, une,
une orientation sur la définition et la mise en œuvre d'une stratégie d'optimisation des achats et du développement durable. Et donc, ces DASRI, c'est vrai que nous, dans le guide Occitanie, puisqu'on était tous avec une casquette plutôt santé, on n'avait pas forcément développé cet esprit environnement et développement durable, mais je pense qu'on va le faire beaucoup plus au niveau du guide national, puisqu'on y reviendra, c'est écrit là, juste à la fin de la diapo. On a aussi la loi AGEC de 2020 qui est sortie, qui est une loi pour revenir à une économie circulaire en fait du déchet, et pas avoir un déchet qui, in fine, va toujours finir au fond d'une poubelle, ou en tout cas que les déchets pour lesquels on ne peut absolument rien faire d'autre. Et donc, ça va être le cas du DASRI. Et au niveau du Ségur de la santé, on a une des mesures, la mesure 14, qui explicitement demande de réduire les coûts de gestion des DAS et en particulier des DASRI. Donc voilà, d'un point de vue santé et environnement, on a maintenant beaucoup plus de leviers qu'il y a quelques années pour s'engager en fait dans ces travaux-là et dans cette réflexion. Et puis bien sûr, donc il n'y a pas que le volet national et les grandes lignes directrices, il y a aussi toutes les démarches innovantes, les incitations régionales qui se mettent en place dans différentes régions. Ça va être le cas en Île-de-France, ça va être le cas en Grand Est, avec des productions au niveau des ARS de guides ou de consignes. Ça va être aussi la démarche Green Block, des plaquettes pour voilà, favoriser la bonne connaissance du tri et sensibiliser les personnels à ce tri des déchets. Donc, on voit bien que partout sur le territoire, des initiatives locales et innovantes vont émerger. Et le webinaire que vous faites aujourd'hui, bien sûr, en fait partie. Alors, depuis la production de notre guide Occitanie, comme je vous le disais, les lignes au niveau national ont commencé à bouger, avec la révision du guide de 2009 qui s'est lancée. Donc le contexte, c'est qu'on a à la fois, bien sûr, le code de la santé publique, le code de l'environnement, qui, eux, ne vont pas être amenés à évoluer. La réglementation, la définition du DASRI qui est présente dans le code de la santé publique est claire et n'est pas amenée à bouger, mais elle doit être amenée à être explicitée, je pense, un peu mieux. On a aussi, donc, comme je le citais, la loi AGEC qui est sortie et qui demande au niveau de tous les établissements maintenant d'avoir 5 flux minimum de tri, donc papier, carton, métal, plastique, verre, bois. On va venir, à partir, je crois, de 2024, à une filière complémentaire sur les biodéchets. Donc, voilà, le code de l'environnement et la réglementation environnementale vont amener de toute façon les établissements à se re-questionner sur toute leur filière de tri des déchets et pas que le DASRI. On part sur la base aussi des guides nationaux, donc les guides de 2009 et de 2016. Alors, un point important, le guide de 2009 abordait cette question de risque, introduisait même plutôt cette question de risque psycho-émotionnel, qui n'était pas du tout repris dans le guide de 2016. On a donc entre-temps produit des outils ou des guides régionaux, donc en Pays de Loire, en Occitanie, et il y en a peut-être d'autres dont je n'ai pas forcément connaissance. Et puis, on a des actions de terrain très intéressantes qui ont été menées, par exemple, par Philippe Carinco au niveau de PACA, que vous devez connaître, avec les actions Green Block que j'ai citées précédemment. Donc, ce qui a amené la DGS et la DGOS à lancer donc la révision du guide dès l'été 2022 avec une première réunion avec toutes les parties intéressées. Cette révision du guide national, donc, elle est portée par le ministère de la Santé et de la Prévention, copilotée donc DGS, DGOS, qui vont assurer l'animation du groupe de travail national, proposer des évolutions du guide, s'assurer, si nécessaire, de mettre à jour les références réglementaires et normatives qui ont évolué depuis la dernière version du guide. Elle date de 2009, donc effectivement, cette mise à jour, elle est nécessaire, et qui vont, après consultation du GT, assurer la validation de la version définitive du guide. Donc, la version définitive du guide, c'est la DGF, la DGOS qui ont la main effectivement dessus. Le groupe de travail plénier qui a été constitué, vous avez là les parties prenantes donc, qui sont listées. 3 ARS y participent, donc Occitanie, Aquitaine et Île-de-France, et puis un large panel de collègues du CEPIAS, SF2H, FHF, la NAP, la FNAD, voilà. Dans le cadre de ce groupe de travail, donc on a déjà eu, je pense, 3 réunions en plénier. L'idée, c'est d'avoir un débat sur les définitions
des caractérisations du risque infectieux, la prise en compte des notions de souillure, de risque d'écoulement, revenir sur cette question de risque psycho-émotionnel, sur l'évaluation des risques, etc. Donc, c'est des débats et des avis ensuite qui sont donnés sur les propositions de modification du guide révisé qui vont nous être transmises par le ministère. Et en plus de ce groupe de travail plénier, on a 3 sous-groupes qui ont été organisés. Donc, l'un sur de la rédaction de fiches techniques qui vont aller donner du détail pour vraiment aider comme support au niveau des établissements et qui seraient amenés à être annexés en fait au guide. Un sous-groupe qui va travailler sur les données de production des déchets, de traitement. L'idée, c'est aussi d'identifier de bons indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettront de tracer, de suivre le gisement des dasseries. Et puis un dernier sous-groupe qui, lui, sous le terme écologie, qui va s'intéresser plutôt à la valorisation possible de DAS non dangereux et voilà, à des filières, je crois que vous allez en parler éventuellement en fin de journée, à des filières plus émergentes de valorisation. L'idée, c'est d'avoir dans ce guide-là à la fois une réponse au tri des dasseries en établissement et en ville, mais aussi d'aborder, comme je le disais, la question de déchets qui sont produits au sein des établissements, mais qui nécessitent une valorisation. Hop, si ça veut bien passer. Donc, le calendrier en fait, de départ qui avait été produit, il se basait sur deux grandes parties de travail. Une première phase de réflexion au sein du GT sur le risque infectieux. Voilà, donc sur ce premier semestre, en fait, on y reviendra. Il y a eu différentes contributions des différentes parties, en particulier la note de la SF2H que vous devez connaître, on y reviendra. Une saisine du HCSP qui était prévue. Donc là, l'avis était prévu pour février 2023. En réalité, c'est la saisine qui a été faite en février 2023. Donc l'avis sera rendu, je reviendrai dessus, plutôt au mois de juin. Et donc le prochain groupe plénier aura lieu plutôt au mois de juin. Donc le temps que tous ces travaux aboutissent, je pense que la révision du guide interviendra au mieux en fin d'année, et je pense plutôt pour le début 2024, si on veut être réaliste par rapport à la quantité de travail qui reste quand même à faire là-dessus, puisque ça, voilà, in fine, on souhaite avoir un guide le plus complet possible et le plus pratique possible pour sa mise en œuvre. Alors, par rapport à ces travaux de rédaction du guide national, il faut bien voir que les enjeux pour les parties prenantes diffèrent, que les avis sont difficilement conciliables sur la question de danger, risque, la place du psycho-émotionnel. Donc voilà, on n'avance pas forcément très vite au niveau du groupe de travail et on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord. Donc il faudra in fine, avec l'avis HCSP, que la DGS et la DGOS tranchent, je pense. Les CEPIAS sont là pour relayer vraiment à chaque réunion les attentes fortes des hygiénistes de terrain. Il rappelle qu'à chaque fois, un grand nombre d'entre vous ont déjà engagé des actions d'amélioration du tri, de sécurisation du circuit voilà, sur le terrain, à la fois sur la base de travaux faits en Pays de Loire, sur Occitanie, en PACA avec tout ce qui a été mis en œuvre par le docteur Carinco, mais également un peu partout en France sur l'impulsion des différents professionnels. Alors, pour revenir aux différentes contributions des participants à ce groupe de travail, la FNAD avait fait travailler pendant l'été, suite à la première réunion du groupe plénier, un cabinet conseil, un cabinet juridique, avec une note qui a été diffusée donc, à la DGS, DGOS, puis ensuite qu'on a pu obtenir au niveau du groupe de travail national. Je vous en ai mis là quelques extraits pour que vous voyez un peu la position. Donc, je le rappelle, la FNAD, ce sont les représentants des grandes entreprises en fait, de traitement du déchet. Donc, leur position… Oui, excusez-nous, vous avez dépassé un petit peu le temps, on commence à prendre un peu de retard. Est-ce que vous pouvez essayer de synthétiser la fin? Merci beaucoup. Je vais aller un peu plus vite. Merci beaucoup. Il reste, je pense, pas beaucoup de diapos. Donc, au niveau de la FNAD, la position, vous aurez les diaporamas, donc vous pourrez prendre connaissance en détail de ce qui est indiqué sur ces deux diapos. La position de la FNAD, c'est de dire que
tout déchet qui va contenir un micro-organisme pathogène ou potentiellement pathogène doit être traité comme un DASRI. Et donc, eux ne se réfèrent pas à une évaluation du risque. Pour eux, du moment qu'il y a un danger potentiel associé aux déchets, il doit partir en filière DASRI. Ce qui, si on part sur ce champ-là, continuerait d'envoyer quasiment tous les DAS du coup au niveau de la filière DASRI. L'avis de la SF2H, vous en avez pris connaissance dans la note du mois de septembre 2022. C'était un avis vraiment très pratique sur l'idée de continuer à appliquer les précautions standards lorsqu'on manipule, qu'on transporte des déchets de soins. L'idée de mettre à disposition des contenants adaptés systématiquement d'ASRI là où ils peuvent être produits, de simplifier autant que possible les procédures, parce que c'est vrai que voilà, nous, l'objectif au niveau du guide et du travail national, c'est de ne pas complexifier trop le tri des déchets pour les personnes qui vont devoir faire le geste, puisqu'on sait que c'est un choix, c'est fait par de l'humain. C'est des personnes qui vont devoir faire ce choix, qu'elles ont une pression au niveau de leur travail, qu'elles ont peu de temps pour faire ce choix, donc il faut simplifier au maximum les procédures. Voilà. La FHF également a fait plusieurs notes, plusieurs contributions depuis l'été dernier et participe activement au groupe en lien également avec les CEPIAS. On a pu faire des notes communes. Et voilà, la problématique finalement du GT, ça va être d'arriver à mettre en cohérence en fait des points de vue qui sont divergents. Donc la SF2H qui propose, elle, bien de caractériser le risque infectieux sur la présence effective d'un risque. La FNAD qui, elle, va réinterroger cette orientation en disant que le danger, il est intrinsèque à des déchets qui sont souillés par du liquide biologique. Donc, et finalement, on envoie tout déchet qui a été en contact avec du liquide biologique dans la filière d'ASRI. Et puis, ce qu'on proposait au niveau du guide Occitanie, s'appuyer sur l'analyse de risque pour différencier et permettre d'envoyer finalement une grande partie des déchets qui, pour autant, vont contenir des liquides biologiques et des micro-organismes, mais qui sont sans risque de contamination vers une filière de déchets plus classique. Donc, actuellement, le ministère a saisi depuis le début de l'année le HCSP pour un avis. Il doit rendre cet avis pour le mois de juin. La direction des affaires juridiques du ministère est également saisie pour une analyse juridique au niveau de la réglementation nationale et européenne. Et des auditions en fait vont avoir lieu là au mois d'avril 2023. Donc le CEPIAS Occitanie a reçu une invitation, la FHF. Les auditions vont avoir lieu là au printemps pour que le HCSP rende son avis au mois de juin. Donc on aura un décalage du calendrier que je vous avais montré d'environ 4 mois et la prochaine réunion du groupe national fin juin où on pourra du coup décrypter, analyser l'avis et le retour du HCSP. Voilà, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et bien détaillée. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec le retour d'expérience et qu'on regroupe les questions après les retours d'expérience. Mme Véron, est-ce que vous pouvez encore rester connectée un peu avec nous ou pas? Alors, je peux rester jusqu'à 15h30. Après, Okay. J'aurai une autre réunion. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc du coup, on passe au premier retour d'expérience qui sera donc présenté par mesdames Lampe et Renaud, qui sont donc hygiénistes sur les hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, sur un nouveau tri des DASRI, donc évaluer le risque pour adapter sa filière. Oui, alors je ne sais pas si on nous entend déjà. Alors on vous entend et on vous voit, et donc il faut que vous fassiez le partage d'écran. Ouais, alors, hop. Voilà, hop, voilà. Parfait. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien notre partage? Oui. Vous pouvez le mettre en plein écran, du coup. Voilà, voilà. Alors, donc, nous, on voulait vous présenter, du coup, notre retour d'expérience sur la mise en place d'un nouveau tri des DASRI. Donc, pour situer un petit peu le contexte, on fait partie d'un groupe d'établissements de santé. Est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran, s'il vous plaît? Ah, pardon, parce qu'en fait, c'est parce que c'est la duplication sur votre écran. Ah, alors attendez. Hop. C'est pas ça, c'est qu'il va falloir, je pense. Tout en bas à droite sur votre diaporama. Ah oui. Vas-y, c'est ce que tu as fait. C'est ça, t'inquiète.
pense que c'est parce qu'on a fait le rapport là-bas. Et là, voilà, tu vois. Est-ce que vous le voyez en plein écran? Non. Non, toujours pas. Alors, je vais recommencer. Et je pense que c'était ça. Moi, j'ai eu le problème. Ici. Est-ce que c'est bon? Parfait. Bon, parfait. Merci. Donc, on fait partie d'un groupement d'hôpitaux en fait, privés à but non lucratif. Donc, on intervient sur 2 établissements. Donc, sur l'hôpital Saint-Philibert qui est à Lomme et qui est composé de 375 lits. Pour vous situer un petit peu son activité, on a des services de chirurgie, des services médicaux, une réanimation de 12 lits avec aussi un gros plateau technique et un bloc opératoire de 16 salles. On intervient aussi sur l'établissement de Saint-Vincent, donc qui est composé de 459 lits, avec des spécialités médico-chir, tout un pôle mère-enfant avec un service de pédiatrie et de néonatologie, et aussi un bloc opératoire de 9 salles. Donc, jusqu'à présent, en fait, on avait une politique des DASRI qui disait que tout déchet qui était souillé par du liquide biologique devait être éliminé en DASRI. Et on éliminait également tout ce qui était matériel de soins à risque psycho-émotionnel en DASRI. Donc, pendant plusieurs années, on a eu des sollicitations pour revoir ce tri des soignants parce qu'il n'était pas toujours facile à comprendre pourquoi on élimine une compresse ou un pansement à l'hôpital en DASRI alors que, au final, à domicile, ça rejoint le circuit habituel. Il y avait également une dynamique éco-responsable dans nos établissements qui s'est beaucoup développée ces dernières années, avec la mise en place de plusieurs tris et une volonté de réduire nos déchets, et notamment nos DASRI, et également des coûts de DASRI qui étaient de plus en plus élevés. Donc, quand en février 2021 est paru le guide du CEPIAS et de l'ARS Occitanie, il nous a tout de suite fait écho. On a d'ailleurs été sollicité par des services pour travailler très rapidement dessus. Donc, je ne vais pas reprendre toute la présentation qui a déjà été faite sur la nouvelle définition, mais c'est vrai que nous, on s'est beaucoup penché sur la notion de risque infectieux. Donc, plus seulement potentiellement le fait qu'il y ait un agent pathogène, mais aussi qu'il y ait une existence d'une voie de pénétration pour qu'il y ait potentiellement une infection. Alors, ce qui nous a marqué tout de suite, c'est est-ce que dans notre région, est-ce que dans notre établissement et avec nos spécificités, on avait des risques particuliers à évaluer. Donc, pour commencer, on a interrogé en fait notre CEPIAS, donc le CEPIAS de Hauts-de-France, qui, après être entré en lien avec l'ARS, nous a donné un avis favorable à condition de réaliser une évaluation des risques internes et de comprendre également notre prestataire dans le travail. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a contacté notre prestataire qui gère nos déchets, en fait, qui est le prestataire de la métropole européenne de Lille, et qui nous a dit en fait qu'il incinérait donc nos déchets à plus de 800 degrés, puis qu'il n'y avait pas de tri manuel dans la suite des déchets. Donc en fait, nos déchets sont compactés sur site par nos propres agents. Eux, ils viennent, ils récupèrent la benne de compactage et c'est ensuite amené à l'incinération. Donc, ils nous ont donné leur accord pour pouvoir dériver du coup nos anciens DASRI qui deviennent désormais des DAOM et augmenter aussi nos volumes de DAOM. Donc, suite à ça, on a créé un groupe de travail en interne dans lequel on a convié la direction des soins infirmiers, le directeur des services généraux et le responsable logistique qui faisait le lien avec nos prestataires constamment, et également des services de soins qui étaient très intéressés pour travailler sur le sujet avec nous. Donc, le but de ce groupe de travail, c'était vraiment, dans un premier temps, d'évaluer les risques qui étaient possibles sur l'ensemble de la chaîne, de la production d'ASRI jusqu'à l'incinération, puis après, d'appréhender la diffusion institutionnelle dans les meilleures conditions possibles. Donc, la première étape, ça a été de valider les nouveaux critères de tri en DASRI. Donc, pour commencer, on a repris les critères qui étaient proposés par le guide du CEPIAS et de l'ARS d'Occitanie, donc les objets piquants coupants tranchants, tout ce qui était DS à éliminer obligatoirement en DASRI et les agents pathogènes de groupe 4. Puis, on a réalisé du coup une analyse de risque pour chacune des étapes de notre filière. Donc, on a eu 2 spécificités, nous, à prendre en compte par rapport à notre filière en interne.
On a eu le compactage des DASND qu'on réalise sur site, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en plus de cela, notre filière de dasserie, elle, n'est pas incinérée, mais elle est banalisée, donc par un prestataire, ce qui en fait nous impose d'exclure de notre tri des dasseries certains déchets qui sont obligatoirement incinérables, comme les déchets cytotoxiques, des médicaments, les déchets à risque ATMC. Donc tout cela n'a pas été compris en fait dans notre analyse pour notre liste des dasseries. Donc, suite à notre analyse de risque, on a du coup ajouté deux types de déchets. Donc, on a inclus les bocaux et les poches qui contiennent du liquide biologique, tout simplement pour le compactage. Alors, comme il est stipulé dans le guide, tout d'abord, c'est interdit et on le comprend largement pour le risque de projection lors du compactage. Et ensuite, on a également inclus les déchets à risque épidémique. Donc, en fait, nous, ça nous a permis de nous sécuriser sur le process qui était utilisé pour prendre en charge ces déchets. Donc, en fait, on a choisi dans le groupe de travail donc, de procéder ainsi pour les déchets qu'ils étaient pour les patients de Clostridium difficile, pour la gale, les punaises de lit et les protections de diarrhée infectieuse, tout simplement pour éviter potentiellement des épidémies dans les services et maîtriser bien l'élimination de ces déchets. Donc, en récapitulatif, voici notre tri des dasseries sur lequel nous sommes arrivés à la fin de ce groupe de travail. Donc, on retrouve du coup le produit sanguin à usage thérapeutique incomplètement fini ou périmé, les matériels piquants, coupants, tranchants, les déchets anatomiques humains non aisément identifiables et les gales, punaises de lit, les agents infectieux avec instruction particulière ou à risque épidémique, donc comme le Clostridium difficile, les diarrhées infectieuses, et les bocaux et dispositifs de drainage et d'aspiration qui contiennent du sang ou du liquide biologique. Donc, ce qui veut dire que, comme stipulé dans le guide du CPS et de l'ARS Occitanie, tous les autres déchets peuvent être éliminés donc, dans notre filière désormais DASND et non plus DAOM, donc déchets d'activité de soins non dangereux. Donc, un pansement qui est souillé, même sur une plaie infectée, désormais est éliminé en sac noir. Les EPI, même s'ils sont souillés de sang, sont éliminés en sac noir. Les sondes d'intubation, d'aspiration également. Ou par exemple, une sonde urinaire, à partir du moment où elle est vidangée, elle va également en sac noir. Donc, dans la suite du groupe de travail, une fois qu'on avait décidé les critères de tri, on a réalisé des tests dans différents services de spécialités différentes. Donc, on a choisi d'avoir des services de médecine et de chirurgie. On a pris une réanimation, un bloc opératoire et on a essayé de répartir sur les deux sites pour vraiment avoir un test assez représentatif de tout ce qu'on pouvait retrouver dans nos établissements. Donc, avec chacun de ces services, on est allé sur le terrain pour former les personnels et pour former les référents aux nouvelles modalités de tri, bien leur expliquer que c'était un test pour voir un petit peu les difficultés. On a formé également tout ce qui est agent de bionettoyage, agent logistique par rapport au fait de la manipulation des sacs. On leur a remis également des affiches, des supports pour vraiment faciliter ce test. Pendant un mois, on les a accompagnés régulièrement pour avoir leur retour au fil de l'eau. Et puis, à la fin du test, on a réalisé une enquête de satisfaction des professionnels de terrain pour recueillir un petit peu leurs avis, leurs difficultés, leur satisfaction ou leur non-satisfaction. Donc, ces tests, ils ont duré un mois. Au bout d'un mois de test, on a mis en place, suite aux enquêtes de satisfaction et au retour terrain, quelques actions d'amélioration. Donc, on a référencé des nouveaux sacs DASND plus petits pour aller au plus proche du soin pour les soignants qui avaient l'habitude d'utiliser des petits sacs dasserie. Pour certains pansements, on les a remplacés par des petits sacs noirs. Et on a également acheté des sacs noirs qui étaient avec un grammage plus important, parce qu'on avait des sacs DASND qui étaient extrêmement légers et du coup qui craquaient plus facilement. Là, ils étaient un peu plus lourds, donc du coup, on a changé de grammage. On a également bien insisté sur la notion d'inclusion de déchets à risque d'écoulement dans les dasseries, notamment par rapport au premier retour, puisqu'on avait inclus un bloc opératoire dans la démarche.
Et on a adapté également nos volumes de bennes, à la fois les bennes des ASND et les bennes d'Asri. Donc, on a mis des bennes plus petites à certains endroits et plus grandes à d'autres endroits. Et une fois qu'on a terminé tout ça, on a décidé de le diffuser à l'échelle institutionnelle sur nos 2 sites. Donc, on a diffusé le nouveau protocole, les nouvelles affiches, et puis on est allé former tous les services. Donc ça nous a pris pas mal de temps. On a pris au minimum 15 à 30 minutes par service, 1, 2, 3 fois en fonction du nombre de personnes qu'on devait voir, puis via les référents également. On a mis en place des affichages. Et puis, on a décidé d'inclure ces nouvelles notions dans notre formation. On a une formation institutionnelle mensuelle pour les soignants. Et donc, via un quiz ludique, via le logiciel Kahoot, on a bien insisté sur les nouvelles modalités de tri dans nos établissements. Donc, le bilan de tout ça, on a mis à peu près 10 mois, quasiment 1 an pour déployer cette démarche à l'ensemble des services. On a commencé les premiers services tests en juillet 2021 et on a fini de former l'ensemble des services en mai 2022, à l'exception d'un seul service. Ce qui a été important pour nous, c'est vraiment l'analyse du risque et le fait que ce soit vraiment pluriprofessionnel. On a vraiment été nombreux et ça nous a permis vraiment de réussir à ce que ça se passe bien, à avoir toutes les spécificités des services, à avoir aussi la logistique qui était vraiment un maillon important dans la chaîne. Donc vraiment, c'est pour nous ce qui a été moteur dans notre démarche. Et le fait que l'institution nous ait suivis aussi, nous ait accompagnés là-dessus. Tout le monde était vraiment assez enjoué de participer à la démarche. Dès les premiers services tests, on a été sollicité par d'autres services auxquels on a dû temporiser. Mais vraiment, on a été bien accompagnés. Ça s'est mis en place assez facilement finalement. Donc voilà, et puis vraiment l'importance de la formation sur le terrain, expliquer pourquoi on en arrive là, quel est le risque, etc. Ça a été essentiel. Et puis on continue sur les nouveaux arrivants, puisque en fait c'est un éternel recommencement, parce que les gens venant d'autres établissements n'ont pas forcément connaissance de nos nouveaux protocoles. Donc on continue à insister là-dessus pour les nouvelles personnes. Et au niveau chiffres, après 6 mois de déploiement total à l'échelle institutionnelle, on a réduit donc pour l'hôpital Saint-Vincent de 35% notre volume de DASRI et pour Saint-Philibert de 23%. Sachant que Saint-Philibert, on a déployé le bloc opératoire seulement dans un second temps. Donc, il ne rentre pas dans ces chiffres parce qu'on était en plein déménagement de bloc opératoire. Donc, il y avait déjà plein d'autres projets avant de lancer celui-ci sur le bloc. Et les premières données au bout de 6 mois, c'est que sur 6 mois, on avait diminué environ de 18 tonnes de DASRI sur chaque site. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si on voit les questions après. Alors, merci beaucoup. On va prendre les questions après. On va regrouper donc les 3 retours d'expérience, si ça vous va comme ça. Hein. D'accord ? Ça marche. Merci beaucoup pour ce retour très intéressant. Et donc, on laisse la parole à Sylvie Joron, qui est praticien hospitalier à Calais, pour nous faire un exposé sur Histoire de tri. Sylvie, on te laisse partager ton écran. Bonjour, donc je vais essayer de partager mon écran. Ça a marché tout à l'heure, ça devrait fonctionner. Et donc Oui, c'est bon, tu peux le mettre en… Voilà, parfait. En grand, et j'enlève ça. Donc, vous voyez tout, c'est bon ? Alors, je vais commencer. Donc, pourquoi histoire de tri ? En fait, l'idée, c'était de… Sylvie, excuse-moi, on a perdu ton écran, on te voit toi, mais on ne voit plus ton écran. Et moi, je vois l'écran. Bon, et ben, je vais… C'était bon il y a 2 secondes. Mais… Pourtant, j'ai rien fait. Je vais m'en aller moi, peut-être que ça sera mieux. Hop. Et là, vous le voyez ? On ne voit pas ton écran. Ah. On ne voit rien, Sylvie. Pourtant, je suis dans tout, partager. Oui. Ah. Là, on voit ton écran, tu peux le remettre en plein écran, du coup. Ok. Alors, par contre, je vais peut-être pas enlever le truc du bas parce que c'est… Ah, voilà, c'est ça. C'est bon ? Parfait. Ok.
Alors, donc oui, je suis donc praticienne hygiéniste à l'hôpital de Calais depuis bien un peu plus de 10 ans. Et avant, j'étais au niveau de la pharmacie de l'hôpital, puisque je suis pharmacien. Et du coup, en fait, je voulais travailler, enfin, vous exposer un petit peu l'histoire du tri, de tout ce qu'on a essayé de mettre en place depuis donc très longtemps, puisqu'en fait, depuis 20 ans, on essaie de faire des choses sur l'hôpital de Calais qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, ça dépend des fois. Donc, je voulais un petit peu vous montrer cette expérience de tout ce qu'on a essayé de faire. Donc, à l'origine, on avait les tri banaux, on appelait les tri banaux, c'était ce qu'on appelle maintenant les ordures ménagères. Et puis, ce déchet, c'était ce qui était enlevé par la ville. Et puis, on avait les dasseries qui étaient gérées par un prestataire externe, comme un peu partout. Donc, en 2002, on a commencé à travailler sur un tri des déchets comme en ville. Donc, en effet, on a toujours travaillé avec les prestataires en fonction de ce que proposaient les prestataires et ce qu'on pouvait faire chez nous à partir de ce que proposaient les prestataires. Donc, dès 2002, on avait mis en place un tri des fermentescibles, puisque c'est ce qui se faisait dans la ville, c'est-à-dire tout ce qui était alimentaire. Donc, on avait un système de sacs opaques dans les services pour y mettre les déchets alimentaires. Et comme on le voit après sur la fiche que je vais vous mettre, on y mettait aussi les changes, les essuie-mains, les choses comme ça. Ensuite, on avait le verre ménager, ça je pense que tout le monde avait le même. Les ordures ménagères, donc chez nous c'est sac vert, conteneur à couvercle vert, comme ça on ne se trompe pas. On avait un tri des confidentiels en sac transparent. On avait les dasseries en sac jaune avec un conteneur jaune, comme il se doit. Et puis les OPCT, donc les collecteurs dasseries, qui étaient à part avec des conteneurs qui étaient des collecteurs qui étaient mis après dans les conteneurs jaunes. Donc, en fait, on avait déjà commencé à faire ce genre d'affiches en respectant les couleurs des sacs pour essayer d'être clair à peu près. Et donc, on avait mis en place en particulier ce qui était innovant à l'époque, c'était les fermentescibles. Donc, fermentescibles, c'est tout ce qui peut être fermenté et qui allait au compostage au niveau de la ville. C'était quelque chose qu'ils venaient de mettre en place. On a mis en place toutes ces affiches, on a fait des sensibilisations au tri, on avait sur chaque conteneur collecteur de poubelles, on avait affiché tout ça, on a fait des campagnes de tri, des sensibilisations, un peu j'imagine comme partout, avec des diplômes du bon trieur, etc. Dès 2004, avec la ville, on a travaillé en mise en place de tri emballage. Donc, on a commencé à y mettre en particulier les bouteilles d'eau compactées et toutes les grosses boîtes de conserve au niveau des cuisines. C'était déjà le premier début de tri des emballages. Sauf que les conteneurs en ville, chez nous, sont jaunes, conteneurs jaunes. Donc, on avait mis, comme en ville, des conteneurs jaunes. Sauf que du coup, il y a eu des confusions, évidemment, avec les dasseries, ce qu'on aurait dû s'en douter. Mais bon, voilà. Donc, on a arrêté des conteneurs jaunes et on a mis uniquement en sac transparent tout ce qui était emballage. Donc, tout ce qui était emballage était dans des sacs transparents. Au niveau de la logistique, il mettait les sacs au-dessus des conteneurs quand ils transportaient et c'était après stocké au local centralisé dans des conteneurs jaunes. Donc, on a refait des évaluations. On a identifié des défauts d'identification de sacs, un peu, voilà. Dans les tri poubelles verts, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient rien à faire là, en particulier de la vaisselle, des médicaments qui n'étaient pas normalement dans le tri vert, les cartons dans les collecteurs, dans les grands GRV n'étaient pas pliés, donc les GRV se remplissaient à toute vitesse. Et dans le confidentiel, on avait tout et n'importe quoi parce qu'en fait, les gens vidaient leurs poubelles de bureau dans le confidentiel. Donc, on avait des bouteilles de coca, des stylos, etc., des magazines de mode. Enfin, on avait vraiment de tout. Et puis, on avait beaucoup de problèmes de tri en cuisine puisque leurs boîtes de conserve, ils les mettaient dans les ferments. Donc, ça n'allait pas du tout. Donc, on a dû resensibiliser, revoir un petit peu les tris. On a retravaillé avec la ville aussi. En fait, on était encore
on en a déjà parlé là plusieurs fois, au risque psychologique, mais c'était surtout le risque psychologique pour le prestataire, c'est-à-dire les agents de la ville, dès qu'ils voyaient une seringue dans un conteneur OM, ce n'était pas possible. On avait le refus de collecte. Donc, voilà, le risque psychologique, c'était quelque chose de très, très important à ce moment-là. Au niveau des ferments, pareil, on a eu des refus nombreux avec une mauvaise qualité de compost qui était due au départ aux changes qui ont dû être enlevés du compost. Ensuite, on a eu aussi des refus par tout ce qui était barquettes alimentaires qui étaient mis un petit peu avec les tri-ferments. Donc, ça ne fonctionnait pas. On a dû arrêter ce tri-ferment. On a mis en place un composteur interne qui a aussi, pour finir, été arrêté parce qu'en fait, il y avait beaucoup de nuisances, d'odeurs. Enfin, c'était très compliqué à gérer en interne. Donc, pour finir, ce tri fermentescible a été supprimé complètement. On a remis en place d'autres tris, des tris en particulier quand on a mis en place le circuit des cytotoxiques et cytostatiques au niveau de la pharmacie, puisqu'en fait, c'était une mise en route de la centralisation des déchets cytotoxiques. On avait des fûts en carton sertis avec une élimination à 1200 degrés par notre prestataire. On a travaillé un petit peu aussi avec tout ce qui était radioactif, déchets radioactifs, puisque nous, on n'avait pas de scintigraphie chez nous, mais on avait des patients qui venaient de l'hôpital de Boulogne, donc on a travaillé sur ça. On a travaillé aussi sur tout ce qui était pièces anatomiques d'origine humaine avec la morgue, donc on a travaillé sur ce type de tri qui n'était pas bien au point au départ. Donc tout ça, c'était vraiment les prémices des tris. À partir de 2010, on a eu un groupement de commandes sur le DASRI, donc uniquement sur les DASRI, avec nos établissements voisins. Ce groupement de commandes a continué jusqu'en 2018. À partir de ce moment-là, on a eu différents sous-lots de DASRI. En fait, on avait les DASRI solides, qui étaient avec des sacs et conteneurs jaunes toujours, un enlèvement journalier au niveau de l'hôpital, hebdomadaire au niveau de nos établissements extérieurs et une banalisation. Donc, comme on avait mis une banalisation, il y avait forcément, comme a dit notre collègue tout à l'heure, un autre tri spécifique pour ce qui doit encore être incinéré. Donc, ce qui devait être incinéré, c'était les médicaments anticancéreux. Donc, on avait l'incinération à haute température et l'incinération classique pour les résidus de cyto dilués et les médicaments périmés. Donc là, on avait deux tri spécifiques, le haute température et le 850 degrés. Les PAOH, donc les pièces anatomiques, étaient gérées aussi par crémation et les résidus de laboratoire étaient gérés par des bonbonnes qui étaient incinérées aussi à 850 degrés comme nos produits à incinérer qui étaient gérés à part. Donc du coup, on avait à incinérer, c'était dans des cartons jaunes marqués dessus à incinérer. Tout ce qui était banalisable était dans les GRV et les sacs jaunes. On avait les contenants de laboratoire liquides qui étaient traités à part, les PAOH, et les fûts bleus qui étaient pour les cytoconcentrés. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place donc, en 2010. En 2012, on a travaillé sur les déchets hors DASRI, donc tous les autres déchets. On était avec la ville sans marché spécifique. Il y a eu un marché de mise en concurrence pour nos déchets qu'on appelle maintenant DASND. Donc on avait ferment qu'on avait supprimé, mais qu'on a remis en place au niveau de la cuisine centrale, donc pour tout ce qui est vraiment au niveau central et au niveau du self, mais pas dans les services de soins.
Pour ça, on a mis en place une zone réfrigérée spécifique pour le stockage, parce que c'est aussi ça qu'on avait comme problème au départ, c'est qu'on n'avait pas de zone, c'était dans les locaux d'entreposage intermédiaires et c'était vraiment très très difficile à stocker. Donc là, on a mis en place cette zone spécifique. Au niveau tri-emballage, on a élargi à tout ce qui était emballage plastique vide. Donc, tout ce qui est flacon, tout ce qui ressemble à un flacon qui est solide, mais en plastique, ou les déchets, donc comment dire, les cartons, l'alu, les métaux sont dans le tri emballage. Donc là, on a des GRV bleus. Ensuite, on a les cartons spécifiques. Au départ, on ne les avait pas mis dans les emballages parce qu'on avait peur que ça ne se composte pas très bien. Puisqu'en fait, on a un système de compostage en interne. Mais pour finir, on a fait des essais, on a pu les remettre dans les compostages. Donc au départ, on avait une benne spécifique pour les cartons. Après, on a tout mis dans les emballages. Et puis, ce qui restait, c'est les ordures ménagères qu'on garde en tri, donc en GRV vert, puisqu'on était habitué au vert chez nous. Ce qui fait qu'on retrouve une évolution de la DASRI vers l'OM. Tout ce qui était risque psychologique a pu être mis donc, dès 2012 dans les ordures ménagères, puisque là, on avait un compostage, un compactage en interne et aucune manipulation de notre prestataire qui a pris en charge cette organisation. Donc, ils étaient OK pour qu'on y mette tout ce qui était un petit peu évocateur de soins, on va dire, mais sans sang et sans mucosité. On a basculé du tri ordures ménagères vers le tri recyclable, tout ce qui était contenant, même des contenants avec des logos de risque, à condition qu'il n'y ait pas les logos toxiques ou toxiques pour le manipulateur corrosif ou toxique. Sinon, quand c'est une croix, simplement, c'était accepté par notre prestataire de recyclage. Donc, en fait, on avait identifié tout ce qu'on pouvait recycler. Donc, on y a mis des petites photos parce que nos premières affiches n'étaient pas suffisamment claires. Il fallait vraiment qu'on identifie ce qu'on pouvait mettre. Donc, on a mis des photos de vraiment ce qu'on avait et ce qu'on pouvait mettre dans ce tri d'ordures ménagères et d'emballage. Donc, dans les services, on a un stockage primaire, on a le stockage intermédiaire avec nos GRV et on a notre stockage centralisé avec des systèmes de compacteurs, donc un compacteur pour les ordures ménagères et un autre compacteur pour les déchets recyclables. On avait fait toutes des campagnes de sensibilisation avec ce qu'on avait estimé qu'on pouvait récupérer en coût, en faisant bien ce nouveau tri qui était mis en place à ce moment-là. Donc, on était parti sur 250 tonnes de DASRI à l'époque et 2500 tonnes d'OM, donc ce qui correspond à un dixième, ce qui se faisait beaucoup, c'était dans la normale, je dirais. Et si on faisait bien nos tris correctement, on arrivait, en théorie, à un gain quand même assez important, ce qui a sensibilisé quand même les acteurs en se disant qu'ils pourraient peut-être récupérer quelque chose en échange. Pour finir, je vous ai mis le récap de ce qu'on a réalisé réellement entre 2005 et les derniers chiffres qu'on a. Donc, on a bien réduit nos DASRI, on a un peu augmenté nos emballages. Ça, on a encore du travail sur les emballages, puisque en fait, on avait beau signaler qu'on pouvait mettre tous les emballages dans nos tris, on en était beaucoup encore aux bouteilles en plastique et pas grand-chose d'autre, malheureusement. Et on a bien réduit le tri quand même des ordures ménagères de plus en plus. Donc, il y a quand même eu un effet bénéfique là-dessus. Donc, je voulais aussi en profiter pour dire qu'il n'y a pas que ces tris-là. Il y a beaucoup d'autres tris et des tris qu'on ne connaît pas toujours, puisque je dis il y a les tris officiels et il y a les tris officieux. Donc, en fait, dans les services, il se passe plein de choses.
Donc, quand on va creuser un petit peu, il y en a qui récupèrent les bouchons, il y en a qui récupèrent les crayons, il y en a qui récupèrent… donc, les services techniques récupèrent les piles, les lampes depuis très longtemps. Les services informatiques récupèrent les cartouches. Enfin, voilà, il y a plein de tri qui sont déjà en place. Récemment, on a mis en place un tri des mégots, puisque c'est dans le cadre de l'environnement durable qui avait été demandé. Donc, ces tris sont quelquefois gratuits, quelquefois payants. Le tri des mégots n'est pas du tout gratuit. On a aussi une grosse maternité chez nous et ils ont mis en place un tri des biberons fait par leurs prestataires de biberons, sauf que les biberons, nous, on pouvait déjà les mettre dans les emballages. Ils ne les mettaient pas. Maintenant que c'est un petit peu plus interne, qui sont plus sensibilisés, ils les mettent plus facilement. Sauf que du coup, il y a une charge en plus, puisque le matériel, il doit être transporté par la logistique, alors que nous avons des conteneurs exprès qui pourraient être utilisés pour les biberons. Donc, à chaque fois, il faut relativiser entre ce qui est fait, ce qui pourrait être fait, et ce qui malheureusement est fait par derrière. Ensuite, je voulais aussi mettre quelques exemples de la vraie vie, parce que c'est entre ce qu'on est censé faire et ce qu'on fait vraiment. Quand on fait des enquêtes, des audits dans les locaux déchets, on voit tout et n'importe quoi. On a beau ressensibiliser, c'est souvent le cas. Donc, voilà, la vraie vie. Et puis, en 2023, au 1er janvier, il y a eu des nouveaux tris qui ont été mis en place, puisque au niveau de la ville, on a modifié encore une fois les tris. Donc, on a refait les affiches avec nos prestataires, avec une sensibilisation qui est en cours actuellement. On rajoute encore du recyclable et on réduit encore les ordures ménagères et les dasseries. Pour l'instant, c'est en cours de mise en place, donc je ne peux pas vous donner les résultats, mais sachez que c'est toujours en fonction des recommandations et en fonction de ce que peuvent faire nos prestataires qu'on évolue nos tris les uns après les autres. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvie. Alors, par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, comme Madame Véron était encore avec nous, mais qu'elle va devoir ensuite nous quitter, je vous propose de passer une ou deux questions, si vous avez une ou deux questions pour Madame Véron pour la première intervention, avant qu'elle ne doive rejoindre une autre réunion. Et on prendra les questions pour tout ce qui était retour d'expérience, comme on l'a convenu, après la fin des 3 retours d'expérience. Avez-vous des questions pour Madame Véron? Alors, je ne sais pas, Sophia et Amélie, si vous avez des choses dans le chat. Non, pas de questions dans le chat pour Madame Véron. Enfin, si, il y en avait une et Madame Véron, elle a tout de suite réagi. Donc, c'est bon. La personne a la réponse. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une… Alors, on regarde s'il y a des mains levées. Il n'y en a pas particulièrement. Moi, j'ai une question. Donc, vas-y, Freddy. Moi, j'ai une question. Madame Véron, en fait, est-ce que dans votre groupe de travail, il y a eu une estimation en fait de ce que j'appellerais le taux de conversion en fait des DAS vers les dasseries, soit en termes de volume, en termes de tonnes, enfin de quantité, quoi, ou d'un point de vue économique. Autrement dit, qu'est-ce qu'on s'attend comme bénéfice en fait par le changement des DAS vers les dasseries? Il n'y a pas eu de réelle estimation sur une large échelle. Par contre, on a des retours d'expérience d'établissements qui ont mis en place ces démarches depuis déjà assez longtemps au niveau des Pays de Loire et un peu plus récemment, du coup, sur Occitanie. Et on est effectivement dans les ordres de grandeur que vos collègues ont présentés, à peu près sur une réduction de 30% au niveau des volumes. Cet ordre d'idée-là. Mais je pense qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin, mais on est à peu près autour des 20-30%. D'accord, très bien, merci. Il y a une main levée du CH de Boulogne. Alors, est-ce que le CH de Boulogne… Il faut que tu leur ouvres le micro, je pense, non? Oui, ils ont le micro. Il faut qu'eux ouvrent leur micro s'ils ont une question. Pas de question du CH de Boulogne. Il y a une autre question, il me semble. Monsieur Marie, je crois. C'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour.
Oui. Bonjour. Je voulais revenir sur un commentaire de Madame Véron. Alors, moi, je suis d'autant plus à l'aise. Donc, Cosmolis est un prestataire. Il maintenant doit être le deuxième national, mais je suis d'autant plus à l'aise de parler du sujet parce que moi, je fais pas partie de la FNAD. Parce on est filiale d'une association loi 1901 reconnue d'utilité publique et notre statut qui est un peu, même si on est une société, ne nous rend pas adhérents de la FNAD. Néanmoins, je voulais porter un éclairage par rapport à ce que vous disiez sur le sentiment des prestataires. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on est confronté à, on va dire, 4 gros acteurs, dont Cosmolis fait partie, avec un marché qui a été à la baisse et qui est effectivement reparti à la hausse très récemment du fait du contexte, mais qui a été à la baisse pendant les 20 dernières années. Je le connais très bien puisque je travaille là-dedans de 97. Et donc, avec une revente de Cita, de Veolia, alors je ne défends personne et je vous donne un peu mon retour d'expérience et pourquoi je pense qu'il y a ce climat aujourd'hui. Et donc, ce sont des entreprises qui aujourd'hui perdent encore beaucoup d'argent et à qui on demande de gros efforts, notamment des efforts sur la valorisation, sur des investissements, de vous sécuriser et de vous accompagner éventuellement pendant des crises et si vous voulez, qui se retrouvent confrontés, et nous aussi, hein, c'est pas parce que je le manifeste pas d'une manière un peu vive que intérieurement, je suis pas aussi un peu amer quelquefois, parce que nous, vraiment, on se décarcasse pour trouver des solutions sur de la valorisation, et on se retrouve devant des situations où des tonnages baissent de l'ordre de 20, 30, 40%, sans être prévenus chez les acteurs publics. Et si vous voulez, je pense pas que la manière dont ça se déroule, euh, alors, moi, je n'ai pas participé à aucune négociation. Je suis vraiment un outsider là-dessus. Et nous, on est très tourné vers la valorisation. On a encore des gros projets. Mais quand je vois ce que mobilisent en capitaux nos projets sur la valorisation du polypropylène, du verre et des autres matières, puisque dans les matières qu'on prend en charge. S'il vous plaît, Monsieur Oui. Marie, si vous pouvez synthétiser parce que Je synthétise. Donc c'était simplement c'était simplement pour attirer l'attention donc sur ce climat et peut-être pour expliquer pourquoi il y a cette amertume ou cette tension parmi les prestataires. Voilà, j'ai fini. Alors, du coup, une réponse rapide. Alors, j'entends les difficultés éventuellement économiques des prestataires. Je pense que là, on est sur des questions économiques et de marché et que ça devrait se réguler par elle-même, puisqu'on voit bien que les coûts à la tonne de Dasri montent régulièrement, en tout cas pour les établissements d'Occitanie. Quand on renouvelle les marchés, il y a moins de volume, mais les prix sont à la hausse. Et on ne peut évidemment pas orienter des déchets qui ne sont pas du Dasri en Dasri pour faire vivre les prestataires qui sont au bout de la chaîne. Là, je pense que tout le monde peut l'entendre aussi. Ça paraît évident d'un point de vue sanitaire et environnemental. Mais je pense que l'économie de marché elle-même doit jouer pour que chacun y retrouve son compte et qu'effectivement, s'il y a moins de volume, les tarifs vont monter. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon intervention que peut-être qu'on n'aurait pas forcément d'économie financière au bout, mais par contre, on aura bien fait le travail du tri d'un point de vue sanitaire et environnemental. C'est vraiment ça pour moi l'objectif aujourd'hui. Pour Voilà. ne pas mobiliser, j'aimerais bien vous contacter, Madame Véron, et qu'on puisse échanger si vous avez accepté off à un autre moment, si c'est possible. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Donc, désolée, du coup, je vais vous quitter maintenant. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, on reste à disposition avec les collègues du CEPIAS Occitanie s'il y a d'autres questions ou des compléments à apporter. Merci, Mme Véron. Merci. On va donc enchaîner avec la présentation de M. Keshmar, qui est ingénieur en charge de la gestion des déchets au CHU de Lille, sur le tri des déchets au bloc opératoire avec l'expérience du CHU, et on prendra les questions après sur tous les retours d'expérience. Il y avait encore des questions dans le chat, au fait, pour Mme Véron. Ah, mais Mme Véron, elle nous a quittés, je pense. Écoutez, on lui transmettra vos questions, elle nous fera une réponse écrite, ça vous va? Ok. Bonjour à tous. Bonjour monsieur, vous pouvez partager votre écran. Tout à fait. Merci. Est-ce que ça s'affiche bien chez vous? Oui, c'est tout bon, merci. Ok, on y va. Alors moi, je vais vous présenter l'expérience du CHU de Lille au niveau du tri des déchets au bloc opératoire. Avant ça,
Juste vous préciser que voilà, on est quand même un gros campus au cœur d'une métropole de plus d'1 million d'habitants. On a 350 hectares qui sont dédiés aux soins, 12 hôpitaux spécialisés, 16 pôles d'activité et environ 3200 lits et places. Donc on est en fait l'équivalent d'une ville de 35 000 habitants chaque jour. Néanmoins, voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir 35% de surface constituée d'espaces verts, des zones fauchage tardif, des ruches, hôtels à insectes, nichoirs et gîtes pour hérissons. Alors, voilà. Un plus grand, en fait, c'est l'esprit campus, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un campus hospitalo-universitaire, le plus grand d'Europe d'ailleurs. Donc, bien sûr, le CHU avec 12 hôpitaux, 16 000 salariés, mais aussi l'Université de Lille avec plus de 20 000 étudiants et des entreprises sur un campus, pôle de compétitivité, donc un campus relié et accessible, notamment par le bus, le métro, le train, la route et un petit peu plus loin l'avion. Juste pour recentrer, en fait, effectivement, il y a le tri des déchets, mais le tri des déchets, ça fait partie d'une démarche globale, d'un concept qui est un petit peu plus grand que ça, c'est le développement durable. Donc, le développement durable, c'est atteindre un équilibre entre les trois sphères, les trois piliers que constitue la sphère environnementale, la sphère sociale et la sphère économique. Et donc, le développement durable, c'est vraiment au centre. On est au centre de ces trois sphères et cette recherche permanente d'équilibre, et notamment grâce aux 17 objectifs développement durable de l'ONU. Donc, si vous en prendrez connaissance avec le diapo qui vous sera envoyé. Là aussi, je souhaitais quand même mettre le doigt, on va dire, sur les principaux postes qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre dans un hôpital. C'est qu'on pense souvent que c'est l'énergie, or il n'en est rien. Les deux postes les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre pour un hôpital, ce sont les achats de médicaments et les achats de dispositifs médicaux. Alors, sachant que les dispositifs médicaux, à partir du moment, et notamment à usage unique, hein, à partir du moment où ils ont été utilisés, ils se retrouvent dans les déchets. Donc, c'est là que la boucle est bouclée. Je voulais aussi vous faire apparaître les 13 clés de la décarbonation, qui est un outil qui a été donné par le Comité développement durable en santé, donc le C2DS. Et notamment, donc l'axe, l'une des clés qui est la numéro 3, c'est celle de réduction, de valorisation des déchets pour moins jetés. Sachant que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Alors chez nous, la stratégie développement durable, elle est construite sur un plan d'action qui est en constante évolution. On s'est inscrit dans la démarche développement durable depuis 2008 avec plusieurs phases, hein, mettre en action, puis ensuite donner du sens et enfin déléguer le pilotage des actions puisque le meilleur pilotage, c'est lorsque une équipe s'approprie son projet et puis fonctionne toute seule. Avec les 4 priorités qui ont été définies pour les prochaines années, qui sont les achats, les déchets, les énergies et les transports. Hop là. Alors, juste un petit focus déchets. 43 filières de tri, un petit peu plus maintenant, mais voilà, on va dire que 43 filières de tri de déchets au CHU de Lille. 100% de nos déchets organiques qui sont valorisés soit en compost, soit en méthane, qui alimente donc la flotte des bus de la métropole européenne de Lille. Les chiffres, ça, ce sont des chiffres 2021, donc 239 tonnes de carton triés, 6 tonnes de papier
triés et recyclés, 26 tonnes de flaconnage plastique recyclés enfin collectés et recyclés. Néanmoins, on a un point d'amélioration sur lequel on travaille avec des partenaires. C'est la recherche et développement sur une filière de verre de médicaments. Certains de mes collègues l'ont déjà mentionné tout à l'heure pour d'autres établissements. C'est une filière qui pèse dans tous les sens du terme, aussi bien du poids que de l'économique. Et aujourd'hui, ça part en incinération alors que le verre pourrait être potentiellement recyclé. C'est une ressource, donc voilà, on se fait un point d'honneur à trouver un débouché, une filière viable pour ces verres de médicaments. Alors, au bloc opératoire, le développement durable au sein des blocs opératoires faisait partie de la stratégie développement durable du CHU de Lille et donc un des plans d'action, un des projets, pardon, à mettre en œuvre. Et forcément, développement durable dans un bloc opératoire, la première des actions, ça a été améliorer le tri des déchets et notamment de revoir, en fait, s'il était possible de mettre à jour la procédure de tri des DASRI et des AOM. On les appelle toujours les DAOM chez nous. Et donc, comme pour d'autres centres hospitaliers, comme le GHICL tout à l'heure ou en Occitanie, grosso modo, si le déchet n'est pas un OPCT, si le déchet ne provient pas d'un patient infectieux avéré, mais là, il y aura encore des petites modifications dans les mois qui viennent avec l'Ulin chez nous. Si le déchet n'est pas visiblement souillé et qu'il n'y a pas un risque d'écoulement, donc il n'est pas abondamment souillé et qu'il n'y a pas de risque d'écoulement, alors aujourd'hui, ça passe dans le sac noir, alors que précédemment, aussitôt qu'il y avait une petite tache de liquide biologique ou de sang, ça allait systématiquement dans le sac jaune. Donc là, on a potentiellement de grosses économies financières et économies de gaz à effet de serre et de CO2 à faire sur ce tri. Alors, les affiches, on est vraiment au tout début, puisque cette procédure a été validée et signée il y a quelques semaines seulement. Donc, 16 000 habitants de la maison, ça va être long, fastidieux et ça va durer. Donc, les affiches sont en cours de réalisation par notre direction à la communication. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Mais le principe de cette mise à jour, il est celui-ci. D'autres filières de tri qui existent, alors toute la partie à gauche, on a mis en fait, on commence à mettre, et notamment sur notre administration générale, des espèces de stands où chacun peut ramener son emballage plastique, sa canette métallique, ses piles, ou s'il a un mouchoir dans sa poche ou un gobelet parce qu'il était à la machine à café, hop, on met son déchet dans le bon conditionnement. Et puis des nouvelles filières, depuis quelques mois maintenant, se sont développées chez nous, et notamment au bloc opératoire, mais pas seulement. Les sondes cardiaques désinfectées avec une attestation de décontamination, des dispositifs médicaux métalliques, des dispositifs médicaux composites, des câbles électriques en sortie de bloc, les emballages plastiques vides avec plusieurs types de plastique aujourd'hui recyclables. Avant, il y en avait que deux types, PET, PEHD. Aujourd'hui, les consignes de tri du plastique s'intensifient et donc on peut valoriser matière plus de plastique qu'avant. Bien sûr, la filière des papiers. Et puis, il y a des initiatives un peu plus, on va dire, ponctuelles à droite, à gauche, avec notamment le bon coin, ce qu'on appelle le bon coin des labos, donc notre centre de biologie pathologie qui regroupe 600 professionnels de laboratoire, ont mis en place une espèce de bon coin local. Donc avant de jeter, pensons à donner pour réutiliser. Donc, ça n'est ni en moins que la mise en place d'une plateforme de réemploi des matériels et équipements. Il y a également des projets de reconditionnement d'aide technique médicale.
On fait depuis quelques mois maintenant du tri dans les archives médicales, donc tri papier et radio. Donc ça permet à la fois de valoriser le papier et à la fois les radiologies. On est dans une politique de zéro papier, donc dématérialisation lorsque c'est possible, et puis parce que ça fait partie des objectifs aussi de la fonction publique hospitalière. Et puis via, bien sûr, la loi Egalim et la loi AGEC qui a été mentionnée par avant, limite le gaspillage alimentaire. Et puis une toute nouvelle initiative qui date, enfin, qui a été en tout cas présentée officiellement ce matin par notre direction générale, c'est Mon Resto Responsable, donc qui va permettre à nos cuisines, à notre unité de production culinaire, de s'engager donc dans un plan d'action sur 2 ans pour être meilleur en tant que responsable et durable. Et donc voilà, c'est une initiative qui est toute fraîche. Et puis, je voulais juste mentionner aussi, parce que le tri des déchets, ça fait aussi partie de ce qu'on appelle l'éco-conception des soins. Un certain nombre de thèses et de recherches ont été menées chez nous, notamment sur, alors c'est du jargon un petit peu médical que vous maîtrisez peut-être, moi j'y connais rien du tout en injection intravitréenne. En tout cas, voilà, il y a des recherches qui ont été faites dans ces opérations-là, qui sont des opérations ophtalmologiques. Un autre travail de recherche qui a été mené sur les émissions de gaz à effet de serre pour une intervention d'appendicectomie, et puis une mesure de l'empreinte environnementale en obstétrique. Donc voilà, les conceptions des soins, c'est de voir là où on peut ne pas consommer de matériel, là où on peut passer de l'usage médical au réutilisable à des produits plus sains pour la santé, notamment donc pour les impacts sur les enfants, sur les jeunes de Flandre. Mieux trier ses déchets, mieux utiliser l'eau, peut-être ne plus utiliser de l'eau de bouteille, mais mettre en place des fontaines raccordées au réseau. Enfin voilà, on est sur de l'éco-conception des soins. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Kachmarek. Donc, je vous propose qu'on prenne les questions qu'il y a pu y avoir sur le chat, sur ces retours d'expérience. Sophia ou Amélie, est-ce que vous avez des choses? Non, sur le chat. Si, j'avais une question sur à qui avez-vous délégué le pilotage, mais je ne sais pas de quoi. Sans doute le pilotage de la démarche, développement durable ou tri des déchets? Développement durable. Bah, si la personne ne le précise pas, c'est vrai que je ne sais pas. Ah, tri des déchets. Alors, très concrètement, donc le chef de projet est le médecin anesthésiste du bloc. L'équipe projet était constituée donc forcément du chef de projet, du cadre du bloc, d'un IAD, d'un IBOD, du référent déchets du site. Et donc le travail a été mené par cette petite équipe projet et présenté ensuite à l'ULIN. Donc après analyse des risques, etc. hein. Donc voilà, tout a été validé ensuite par l'ULIN. Et donc voilà un petit peu comment est constitué le groupe. Est-ce que ça répond à la question? Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sophia? Non, sur le chat, non. Ok. On n'a pas de main levée non plus, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière intervention qui concerne donc le devenir des tasseries de la collecte à la valorisation par M. Marie. Alors, il y a une autre question, je ne sais pas si on a le temps, il y en a encore une. Enfin, il y en a une qui s'est rajoutée. Avez-vous des solutions pour les déchets liquides du bloc hors dasserie? Alors, pas tout de suite. C'est-à-dire que pour nous, ces déchets liquides vont rejoindre, puisqu'il y a risque d'écoulement, hein, là aussi c'est plus sur le risque d'écoulement, donc ça va rejoindre la filière du dasserie. Est-ce qu'on peut le banaliser ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc je ne sais pas répondre à votre interrogation. Si je peux me permettre, puisque je suis dans le même hôpital,
En fait, dans un premier temps, l'objectif, c'était de mettre en place la nouvelle procédure, et qu'on puisse la généraliser à l'ensemble des blocs opératoires. Et pendant ce temps-là, on travaille également sur tout ce qui est liquide, pas uniquement en bloc opératoire, mais aussi, par exemple, en réanimation, tels que les dialysats ou d'autres déchets ou liquides que l'on pourrait récupérer dans ce type de secteur. Donc, en fait, d'un point de vue, je dirais, progressif, on a souhaité plutôt travailler dans ce sens-là. Mais ce que disait Sacha, tout à fait vrai, c'est qu'on a un travail à faire, et puis probablement on va attendre aussi ce qui va sortir des recommandations nationales à partir du mois de juin, pour essayer de se caler par rapport à ça, parce que ça serait difficile de préconiser des choses et puis de revenir en arrière sur des laps de temps qui sont relativement courts. Donc je pense que la prudence s'impose dans ce cas. Merci Sacha. Merci beaucoup. Donc on prend la dernière intervention, Monsieur Marie, c'est à vous. Parfait. Rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un visuel. Donc voilà, Cosmolis est une entreprise qui a été fondée en 1997 par le groupe Santellis. Donc, brièvement, un acteur important en soins à domicile, dialyse, perfusion, nutrition, hospitalisation à domicile, également formation, recherche, développement, conseil, et bien sûr, donc, collecte et traitement de déchets d'activité de soins à risque infectieux depuis 1997. Nous avons donc plusieurs métiers. Le premier étant la collecte, depuis un patient à domicile jusqu'à un hôpital. Le deuxième, la désinfection ou l'incinération. La désinfection, nous la maîtrisons en propre, puisque nous avons ici sur la métropole une capacité de 6000 tonnes de traitement, et sur Paris-Île-de-France, nous avons une capacité à la fin de l'année qui sera de 1500 tonnes, pour un peu plus de tonnage quand même, puisqu'on tourne environ à 2500 tonnes sur l'agence de Paris-Île-de-France. Et notre dernier métier, c'est le tri et la valorisation. Alors, ce sujet, en fait, je vais dire, nous permet d'envisager la valorisation à aujourd'hui de 10% des matières qui nous passent entre les mains, puisque après broyage et désinfection, le polypropylène est retourné vers notre fournisseur d'emballage, qui va le réinjecter pour faire des emballages pour Dasri. Donc, nous avons créé une boucle d'économie circulaire sur le polypropylène provenant de nos déchets de soins à risque infectieux. Comment fonctionne la désinfection ou l'incinération? Eh bien, vous avez bien sûr l'incinération, donc, qui est à 800 ou 1200 degrés Celsius, et la désinfection, qui consiste en un broyage pour détruire physiquement l'objet qui constitue le déchet, et la désinfection par micro-ondes. Alors, la désinfection chez nous se fait par un procédé qui s'appelle écostérile, qui a pas mal de qualités, puisque ça permet d'obtenir un broyat qui est assez fin, sec, et donc qui va être triable. C'est tout à fait important, puisque vous avez deux familles de désinfection. Vous avez la voie sèche que nous empruntons, et une voie qui est humide par injection vapeur, avec un procédé sous pression qui va faire une concrétion et sortir un bloc de déchets avec des liquides qui eux-mêmes vont être à traiter et qui vont rendre très difficile la valorisation des déchets. Alors, voici sur mon fond d'écran ce que ça donne après le broyage et la désinfection. Et donc, ce sont tout ce qui est chips de polypropylène jaune que vous voyez dans mon fond d'écran, que l'on va aller rechercher par ce type de machine. Ce type de machine fonctionne en fait en trois parties. La partie qui est ici à droite est verticale, et donc tout en haut le chargement, avec un courant d'air ascensionnel qui va expulser les parties légères tout en bout de chaîne pour constituer un CSR. Les fractions lourdes, vous tombez ici sur un tapis, sur un convoyeur qui va les envoyer, ici là où vous avez le petit bonhomme, sous un système qui va être en capacité de détecter des centaines de matières, mais là il est paramétré bien sûr sur le polypropylène jaune, et donc qui va expulser les fractions lourdes polypropylène dans un compacteur. Les autres fractions lourdes seront dans 18 mois, on sera à 60% de ces fractions lourdes qui seront valorisées. On va aller chercher le polyéthylène, on va aller chercher d'autres matières pour les valoriser.
Et donc, ça va permettre, alors à contrario de ce qui a été dit, hein, en disant qu'en envoyant en DASRI, il n'y avait pas de valorisation possible, bien sûr, il y a une valorisation possible pour effectivement nos clients qui passent par effectivement un tri et donc des boucles d'économie circulaire qui sont envisagées. Ici, vous avez le fonctionnement du courant ascensionnel d'air, donc comme ça, vous comprenez que les fractions légères partent en bout de chaîne, fractions lourdes sur le tapis, je vous en ai déjà parlé. Ici, c'est le tri optique avec une expulsion donc, de la partie en polypropylène jaune par des bulles à air comprimé qui vont chasser donc, dans le bon récipient les particules intéressantes. On fait également de la valorisation de métaux avec des métaux soit purs, soit en mélange avec du plastique, qui nécessite quelquefois un retravail avec un rebroyage, puis passer sous un courant de Foucault, capter les particules métalliques et les particules plastiques, et donc valoriser dans la bonne filière chacune des matières. Nous avons également, et ça c'est un de nos très gros projets, on est arrivé au bout d'un protocole sur la valorisation des verres médicaux. On a juste une problématique, c'est que le gisement national est, d'après nos dernières études, de 2500 tonnes et face à l'investissement à faire, ça pose quelques petits soucis qu'on est en train d'essayer de résoudre. Et donc, on communiquera prochainement sur le sujet, mais la technologie, on a des pistes sérieuses pour le faire dans des conditions de sécurité optimum, puisque ce qui l'empêchait effectivement, c'est des pistes de sécuriser la filière d'un point de vue environnemental. Donc ça, ce sont les métaux dont je vous parlais et les mélanges plastiques-métaux. Ce sont les filières en fait, que l'on met en place avec nos clients pour la valorisation de ces typologies de déchets. Voilà, j'ai fait très bref pour répondre aux questions du devenir du déchet d'activité de soins à risque infectieux. Et je réponds à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Sophia, est-ce que tu as quelque chose? Oui, il y a une question. Combien de sites de traitement de DASRI avez-vous sur la région? Alors, sur la région, aujourd'hui, nous en avons un qui est à Lille, qui est le plus gros site français, qui accueille 8000 tonnes par an, dont 6000 qui sont traitées in situ et 2000 qui sont traitées sur un incinérateur. Et une autre question, c'est est-ce qu'il est possible de visiter? Avec plaisir. Il vous suffit de m'envoyer un mail et on vous accueillera avec plaisir, bien sûr. J'ai une question en fait au sujet des déchets. Enfin, une fois que le recyclage a été fait, que les tris ont été faits, il reste en fait des déchets qui sont ni recyclés, ni traités. Enfin, je veux dire, ils ont été ou banalisés, incinérés. Bon, ça c'est réglé. Les déchets qui ont été banalisés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, les déchets désinfectés aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, sont triés. Une partie est valorisée. On montera, comme je vous le disais, à 60% de valorisation sur des pistes. Donc, je vous ai dit le polypropylène sur les emballages. Le reste pourra être valorisé, par exemple, dans l'industrie automobile, où on a plusieurs pistes là-dessus, ou sur d'autres emballages pour déchets. Pour les fractions qui ne pourront pas être valorisées, plusieurs solutions, soit l'enfouissement, soit l'incinération. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que, et j'en profite pour reboucler par rapport à la présentation initiale et m'expliquer un peu de mon intervention. Il faut savoir une chose, c'est que notre modèle, en fait, est très différent de ce qui existe dans le sud de la France et d'ailleurs ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un exercice qui concerne la grande région, les Hauts-de-France et Paris-Île-de-France. C'est vrai que notre modèle tente à promouvoir la valorisation après désinfection, puisque ça a été fait dans le cadre de France Expérimentation. Donc, on va aller, nous, vers ça, vers de la valorisation le plus possible. Puisque vous le voyez bien, on a aussi un protocole
Il est prêt techniquement, mais il faut le solvabiliser sur le verre médical. Donc, c'est une option, si vous voulez, où on est très, très différent de nos compétiteurs en termes de modèle économique. Et donc, le devenir des déchets, ben, ça peut être des boucles d'économie circulaire et c'est ce qu'on souhaite le plus possible. Et finalement, qu'est-ce qui va à l'enfouissement? Oh, ce qui va aller en enfouissement, c'est aujourd'hui la part de non valorisable. J'avoue, j'ai pas le détail. Aujourd'hui, c'est le polystyrène, ça va être du non tissé, par exemple, ça va être des choses de ce genre. Mais vous savez, l'enfouissement, c'est pas forcément. Enfin, l'enfouissement versus l'incinération, c'est un débat sans fin. Monsieur Kaczmarek avait raison lorsqu'il disait un bon déchet, c'est un déchet qui n'est pas produit. Je le rejoins tout à fait. Néanmoins, à partir du moment où la matière, elle est à gérer, d'un côté, vous avez l'incinération qui va créer une pollution historique, puisque à la sortie d'un incinérateur, vous avez des mâches fer qui sont chargées en métaux lourds. Et je vais dire que dans de l'enfouissement, vous avez des matières qui sont enfouies avec une cartographie qui permet éventuellement d'aller rechercher certaines choses à terme, quand on saurait valoriser. Donc, est-ce qu'il y a je veux dire, il n'y a que des mauvaises solutions quand il s'agit de déchets, la meilleure étant la valorisation matière. Mais il est sûr qu'au plus on orientera de la matière en ordures ménagères et donc en incinération, au plus on va créer du déchet ultime polluant. Au plus on ira vers un modèle de broyage, désinfection, valorisation, au plus on valorisera de la matière. Donc, si vous voulez, le modèle, il est à créer, le modèle, il est à inventer face à la typologie de déchets que produisent les soignants. Et on est en train, nous, d'essayer de nous adapter sur un contexte qui nous paraît très, très court avec les protocoles qui sont mis en place aujourd'hui en termes de tri, puisqu'économiquement, c'est assez c'est turbulent comme contexte. Et dans un contexte où, effectivement, des filières de valorisation nécessitent d'investir et nécessite une certaine sérénité d'esprit et de ne pas malheureusement devoir affronter certes les régulations de marché, mais qui sont très brutales quelquefois. Donc c'est vraiment un enjeu, si vous voulez, qu'il ne faut pas voir uniquement sur l'aspect économique, mais aussi sur l'aspect environnemental. Donc la réflexion, nous, on a vraiment c'est pas qu'on n'a pas voulu y participer, c'est on ignorait en fait les discussions et on n'a pas été contacté parce qu'on ne faisait pas partie des acteurs FNAD, on n'est pas du tout dans les syndicats, mais on est un acteur important puisque c'est quand même une entreprise de plus de 100 personnes avec, je vous le dis, de fortes recherches en valorisation et c'est un petit peu dommage, c'est pour ça que j'ai sollicité après de discuter parce que ça nous inquiète en fait. Le contexte actuel nous inquiète vraiment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a une question sur les masques. Oui. Oui, est-ce que vous avez une filière de recyclage? Oui, Cosmolis, pendant la crise Covid, a mis en place un des plus gros projets français. On a valorisé 40 tonnes de masques en partenariat avec deux structures, avec Baudelaire Environnement et avec l'IRECO. On est parti sur de l'extrusion matière et la matière a été valorisée vers l'industrie auto. Et l'IRECO nous a prêté main forte avec sa logistique. Et c'est vraiment un très beau partenariat entre trois belles entreprises avec une vraie démarche pour le coup qui s'est décidée. C'était de la démarche citoyenne de la part de gens qui se connaissaient et qui voulaient faire quelque chose ensemble. Et ça a donné un beau projet. On va un peu plus loin désormais puisque on réfléchit sur les équipements de protection individuelle avec des tests qui sont faits sur de nouvelles technologies comme la dépolymérisation et donc avec des polymères en mélange. Je sais pas, est-ce qu'on est... Bon, je vais rappeler brièvement ce qu'est la dépolymérisation. C'est en fait le fait de casser les chaînes de polymères pour récupérer des monomères par flottaison, c'est-à-dire que quand vous avez du mélange polypropylène, polyéthylène, etc., plusieurs polymères, eh bien le fait de les mettre sous pression, de les chauffer dans des bains d'huile, ça va permettre de casser les chaînes et de récupérer par flottaison dans des cires la matière à l'état pur et donc de pouvoir lui prévoir des vies futures et de repasser en raffinerie. Donc c'est assez prometteur, mais comme je vous le disais, ce sont vraiment des technologies qui sont nouvelles et on fait des tests en ce moment avec certains de nos clients et c'est assez prometteur. Mais bon, c'est du traitement chimique, hein,
Une fois de plus, un bon déchet, c'est un déchet qui n'est pas produit. Ok, merci pour ces précisions. Est-ce qu'on a une autre question, peut-être une dernière question, Amélie ou Sophia? Oui, est-ce que vous travaillez avec des hôpitaux de l'Île-de-France? Écoutez, on travaille avec un hôpital, mais bientôt nous allons répondre à des appels d'offres assez importants sur Paris-Île-de-France, effectivement. J'ai été en contact, je ne dirais pas qui, mais avec 5 hôpitaux très récemment. Et effectivement, notre démarche, si vous voulez, qui est assez novatrice sur le fait d'aborder le déchet dans sa globalité pour aller vers de la valorisation matière, les intéresse beaucoup. Et donc, je pense qu'on sera rapidement, on est assez attendu, je le sens sur Paris. Donc là, on a eu notre arrêté préfectoral, hein. On avait déjà une grosse activité sur Paris, mais uniquement logistique. Là, on a eu notre arrêté préfectoral et donc on va pouvoir traiter du déchet par nous-mêmes fin d'année. Ok, merci beaucoup. Et ceux qui veulent visiter, l'usine est ouverte. Il vous suffit de m'envoyer un email et on convient d'un moment pour vous faire visiter et la partie traitement et la partie valorisation de matière. Peut-être organiser une visite groupée, peut-être. À votre service. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bien noté, en tout cas. Eh bien, écoutez, je laisse Noureddine peut-être clôturer ce webinaire. Très bien, on va écouter. Merci à tous les orateurs pour la qualité de leur présentation, pour le contenu des présentations, toutes les informations qui ont été partagées. Merci à tous les participants pour leurs questions et leurs interrogations. Donc, j'espère que ce petit programme vous a un petit peu éclairé autour de la question du déchet, du DASRI et du développement durable. Encore une fois, excusez-nous parce que j'ai vu il y avait plusieurs messages qui disaient qu'il y avait des questions qui n'ont pas été posées, etc. Mais globalement, je pense que le webinaire s'est bien passé, on n'a pas eu d'à-coups. Voilà, je vous remercie tous et puis je vous dis à très bientôt peut-être à un autre webinaire et pourquoi pas visiter Cosmolis. Très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous.